Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Boucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, je reçois une femme pour qui l'alignement entre la pensée, le corps et les mots n'a pas de secret. Après avoir travaillé durant 25 ans en production à la télévision, en fabriquant des émissions TV, elle a écouté son envie et s'est dirigée dans l'animation RH en entreprise par le théâtre d'improvisation. Carole Bigot n'a aucun sens du ridicule, elle a même toujours dit ce qui lui plaisait, de façon très spontanée. C'est pourquoi elle a fait de son sens inné de la prise de parole et de son talent naturel pour l'improvisation son métier. Elle intervient dans toutes les situations dans lesquelles la parole est un enjeu. Confiance en soi, légitimité, identité ont tout à voir avec le fait de prendre sa place professionnellement. Cet épisode va sûrement nous donner l'élan d'oser et de nous lancer. Je suis très heureuse d'accueillir Carole au micro de Flamboyante. Bienvenue Carole. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Je suis très joyeuse. Bonjour Sabine. Ça me rend très joyeuse de partager avec toi, d'échanger. Moi, ce qui m'anime, c'est la relation. Je suis éteinte seule et vivante en relation, donc j'adore. C'est une super occasion de partager avec toi et puis de réfléchir à mon activité. Donc je trouve ça très chouette. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Génial, merci. Et est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Écoute, tu as déjà dit beaucoup. Je peux faire ma présentation professionnelle. Bonjour, je suis Carole Bigot et je suis formatrice professionnelle en communication et je suis comédienne d'improvisation théâtrale. C'est toujours comme ça que je démarre mes présentations parce que le fait de dire « et comédienne d'improvisation théâtrale », ça met un petit suspense, une petite bulle dans la présentation carrée et les personnes se disent oh, mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette formation? Et j'aime bien le petit suspense que ça crée, alors qu'en fait les formations ne font pas appel aux compétences de comédienne pour les personnes qui y participent, mais elles sont vivantes, on va dire, et ludiques. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire également ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui ? Écoute, en fait, j'avais pas prévu ça. Moi, je suis donc formatrice depuis 2017 maintenant, et c'est quand j'ai voulu devenir formatrice que je me suis posé la question de mon statut, parce que j'avais pas anticipé qu'il fallait que je devienne entrepreneuse. Je le suis devenue par la force des choses parce que quand on est formateur ou formatrice, on est seul et il faut pouvoir vendre son activité. Et heureusement, quelqu'un de mon entourage m'avait parlé de la coopérative L'Ouvre-Boîte et je suis allée frapper à leur porte et j'ai été emballée, on va dire, par ce qu'ils proposaient, un accompagnement à l'entrepreneuriat coopératif et en collectif avec d'autres personnes. Et comme je te le disais au début, comme moi, c'est la relation qui m'anime. Ça a donné tout son sens à mon entrepreneuriat à moi, alors que les premières études que j'avais faites à la CCI, à la Maison de la création d'entreprise, m'avaient complètement désespérée parce que je m'imaginais pas faire un business plan et tous les trucs dont ils parlaient là-bas qui me semblaient tellement éloignés de mes capacités, tout simplement, ou de mes envies. Et donc, je suis entrepreneuse aujourd'hui depuis 9 à l'Ouvre-Boîte
Et ce que ça m'a apporté, c'est tout. J'y connaissais rien, j'avais jamais été entrepreneuse. J'ai appris à le devenir, j'ai appris à développer mon activité, j'ai appris à collaborer avec des collègues, à inventer des produits et des formes de formation avec d'autres. J'ai appris à développer notre entreprise partagée aussi parce que je suis très investie dans la coopérative. Donc c'est vraiment un nouveau mode de vie, un nouveau mode de travail pour moi. Et tout est lié à cet entrepreneuriat. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es très à l'aise avec la prise de parole et l'expression en général. En quoi ton premier métier était-il connecté à cette dimension, s'il l'était? Je ne sais pas si tu as créé s'il y a une passerelle entre ta première vie professionnelle et puis cette seconde vie. Ben, je l'imaginais pas. Pour moi, c'était une reconversion vraiment à zéro, quoi. Et c'est quand j'ai commencé à me présenter et à parler de ma reconversion autour de moi ou dans des formations ou à des collègues de l'ouvre-boîte que les gens ont fait du lien, en fait. Et effectivement, aujourd'hui, ça me semble évident que la télé, c'est quand même l'art d'être efficace, impactant, synthétique. On n'a pas le droit de faire long. Et en fait, c'est ce que je fais le mieux aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un lien très fort et que j'avais sans doute déjà un peu ce naturel, mais j'ai aussi un gros naturel de bavarde. Et donc, je pense que la télé et les formations en prise de parole aujourd'hui m'ont appris à sélectionner ce qu'on dit, à choisir ce qu'on dit en fonction de à qui on s'adresse, d'être impactant. Ça, on le travaille beaucoup en télé aussi. Qui nous regarde, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, qu'est-ce qu'ils vont pas comprendre, comment faire comprendre des choses souvent complexes. Et donc oui, je retrouve beaucoup en fait dans ce que je fais aujourd'hui de l'efficacité de la communication par la télé. C'est génial. Ouais, ouais. Moi, je me rends compte que la plupart des personnes que j'accompagne ont l'impression d'avoir une vie professionnelle décousue. Et en fait, jamais. Le fil est là et parfois on l'a pas vu quand on est soi-même face à soi. Mais c'est génial. J'aime beaucoup ce que tu nous partages. Merci. Et si cette appétence pour la communication est naturelle pour toi, parce qu'elle l'a toujours quand même été, comment tu as fait pour en décortiquer les mécanismes et transmettre des conseils avisés? Parce que quelque part, on fait beaucoup de choses un peu instinctivement, on les fait intuitivement, on les décortique pas. Et là, toi maintenant, en tant que formatrice, c'est tout l'enjeu de décortiquer ce que tu faisais de manière innée, de manière naturelle et spontanée pour le transmettre à des personnes qui vont pouvoir elles-mêmes l'appliquer dans leur vie professionnelle. C'est toute la difficulté que j'ai ressentie au début. Alors déjà, j'ai commencé par faire une formation de formatrice parce que moi, dans ma vie professionnelle, j'avais jamais été formée à quoi que ce soit. Depuis l'école, j'avais pas eu de formation parce que l'accompagnement RH quand on est intermittent du spectacle est pas fameux. Et donc déjà, une fois que j'avais cette formation de formatrice, j'avais quand même une idée du fait qu'il fallait transmettre des compétences. En fait, c'est en observant les personnes que je me suis rendu compte de ce qui était difficile pour elles et que du coup, j'ai cherché des leviers pour les faire progresser. Soit des leviers, soit des exercices en fait, parce que mes formations, elles sont très concrètes et pratiques. Et donc, c'est en faisant quelque chose qu'on apprend à faire différemment en fait. Par exemple, en lisant un discours, je sais pas moi, en lisant un bulletin météo, eh ben, il va falloir mettre de l'intonation parce que sinon, il n'y a rien de moins intéressant qu'un bulletin météo. Et donc, cet exercice-là force à mettre de l'intonation, de la vie dans sa voix, même si on joue pas sa vie, justement. Et du coup, j'ai découvert aussi, au cours des formations, toute la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que les personnes veulent travailler l'éloquence, veulent travailler la voix, veulent travailler l'aisance, veulent travailler la rhétorique, sauf que tout ça, ça veut pas dire grand-chose quand on a peur, quand on se juge, quand on n'ose pas. Et ça, je l'avais pas imaginé à ce point-là. Et du coup, c'est en voyant les difficultés des personnes, en les constatant, que je suis allée creuser
toute la partie un peu psychologique de la prise de parole et que je me suis informée, formée et documentée sur l'analyse transactionnelle, sur la communication non violente, sur tout ce qui nous permet d'oser dire. Parce que pour moi, il n'y a pas que les techniques de prise de parole, il y a surtout la légitimité, la place que je prends, la place que je me donne pour oser parler et oser faire entendre ce que je veux dire en fait. Bah justement, tu m'as dit que ton intention, c'était de dédramatiser la prise de parole afin que chacun et chacune ose dire et sache dire ce qu'il a à dire. Et moi, je me demandais, qu'est-ce que tu entends par l'idée de dédramatisation? Pourquoi c'est si important de prendre la parole? Et puis, est-ce que toute personne dotée des bons outils peut y arriver? Parce que parfois, je sais qu'on désespère ou qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Bon, ça fait beaucoup de questions en une, mais tu vois l'idée? Oui, en fait, je pense qu'il y a un syndrome terrible qui vient de l'école, qui fait que beaucoup de personnes, j'allais dire tout le monde, mais on va pas dire tout le monde, on va dire beaucoup de personnes, la grande majorité des personnes pensent qu'elles ne savent pas faire, qu'elles ne font pas bien. Je pense que ça se loge beaucoup dans notre enfance et dans notre parcours scolaire où il faut savoir réciter, apprendre par cœur et on nous demande jamais de dire ce qu'on a à dire avec l'envie de ce qu'on veut dire. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais beaucoup de personnes restent traumatisées de ce par cœur qu'elles n'ont pas bien fait ou elles n'ont pas eu des assez bonnes notes à l'école, je sais pas. Du coup, c'est ce qu'elles pensent qu'il faut reproduire dans la vraie vie, alors qu'en fait, une bonne prise de parole, c'est tout sauf du par cœur. Ce qui fait que c'est bien, c'est l'engagement qu'on y met, l'envie qu'on a de transmettre. Ce qui fait que c'est bien, c'est tout ce qu'on rate. C'est parce que je bafouille, parce que je m'y reprends, parce que je pose des questions, parce que je me demande si ça intéresse la personne, parce que je lui demande. C'est cette vie qu'on met dans notre communication qui fait que c'est intéressant pour l'autre en fait et concernant pour l'autre. Et du coup, c'est ça pour moi, dédramatiser la prise de parole. C'est dégommer, si on peut, toutes les idées qu'on s'est faites de notre incapacité, de notre incompétence pendant notre parcours scolaire. Oui, donc en fait, ce que j'entends, c'est que cette dédramatisation, elle passe par rendre libre la parole et finalement ne plus mettre de contraintes, ne plus mettre d'injonctions dans la prise de parole pour que les gens soient eux-mêmes libres et qu'il y ait même des aspérités en fait dans cette prise de parole, puisque finalement c'est l'aspérité qui rend le discours intéressant et qui va capter ou captiver l'auditoire. Exactement. Moi, j'accompagne même des dirigeants d'entreprise qui me disent forme-moi à la rhétorique, je veux que mon discours soit impactant. Et j'arrête pas de leur dire, mais à partir du moment où tu as quelque chose à dire, où tu sais ce que tu veux dire, tu vas être bon. En fait, mais je l'observe à chaque fois. Si on est aligné avec ce qu'on est venu dire, qu'on sait où on veut emmener l'interlocuteur, tout le monde est bon. Et après, il n'y a plus qu'à travailler cette question de légitimité et de savoir pourquoi je dis ça, de quelle place je parle. Et si je suis légitime à parler, eh ben, j'ose en fait, je peux le dire. Et du coup, j'allais dire retirer, c'est rare, au moins limiter mes propres jugements sur moi-même. L'idée, c'est de s'intéresser à l'autre, à ce qu'il entend, à ce qu'il a besoin d'entendre, à ce qu'il comprend de ce que je lui dis, plutôt que de s'intéresser à soi, son nombril, sa peur, son stress. C'est vraiment là-dessus que je travaille. Et donc finalement, si je t'entends, si je comprends bien, c'est aussi remettre la parole à sa place, c'est-à-dire que peut-être que on n'a pas appris ça justement à parler à bon escient,
à être éventuellement dans une répartie, à partager quelque chose qui nous tient à cœur, puisque comme tu l'as dit, notre parole, elle était tout le temps conditionnée par t'as le droit de parler à tel moment, faut lever la main, tu peux pas dire ça, c'est pas le moment où tu peux prendre la parole, tu vas t'exprimer, mais il faut que ce soit du par cœur, c'est pas tes mots, on va te faire réciter un truc qui te parle pas du tout. Et finalement, donc, c'est remettre peut-être la parole à sa juste place et s'autoriser à ne pas parler pour ne rien dire et s'autoriser à prendre la parole quand on a vraiment quelque chose qui est engagé en soi et qui nous tient à cœur et qui est très important parce que du coup, là, ça va faire mouche directement, ça va créer l'impact. C'est ça, dans les exercices que je propose, il y a plein d'exercices qui commencent par apprendre à se taire. Et ne parler que quand j'ai quelque chose à dire vraiment ou quand je sais ce que je veux dire. Parce que sinon, on s'embarque dans une phrase où on ne sait pas où on va, on ne sait pas la fin, du coup, on remplit le vide de du coup, alors voilà, et donc, oui mais non. Qui n'amène à rien du tout et ça n'est pas intéressant pour la personne qui écoute puisque nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on veut dire. Donc forcément que la personne qui nous écoute, elle n'entend pas et ne comprend pas. Okay. C'est ça qui se travaille, c'est faire des phrases courtes. Tu vois, je me disais en écoutant ton introduction, c'est chouette qu'on fasse un atelier parce que Sabine, elle fait des phrases longues. Ah ouais, parce toujours. En fait, c'est la difficulté. Comme on apprend à préparer nos prises de parole par de l'écrit, et ben du coup, on écrit en formulant des belles phrases avec plein de virgules, plein de mots très intéressants, sauf que c'est des phrases trop longues pour être dites à l'oral. Donc, soit on peut la lire comme tu as pu faire, donc ça aide, mais si je peux pas lire, si je suis dans une situation de prise de parole où je veux éviter de lire pour bien me connecter avec mon public, je ne pourrai jamais redire ce que j'ai préparé à l'écrit. Ouais, ça marche. Parce que c'est pas faisable, en fait, tout simplement. C'est pas qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon, c'est que c'est pas faisable. Notre cerveau n'est pas capable de dire, d'enchaîner une phrase avec 50 mots, avec des virgules dedans. Donc, il vaut mieux faire des phrases courtes, avec des points, où j'ai le temps de faire des pauses, de respirer et de réfléchir à ce que je veux dire dans ma phrase d'après. Mes silences, ils vont me permettre de faire le tri. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire, je m'arrête. Je passe à une autre idée, ou je laisse la parole à l'autre. J'ai pas fini, j'ajoute un argument, mais dans une phrase courte à chaque fois. C'est ça pour moi la mécanique qu'on travaille en formation. Et du coup, par exemple, un outil comme le pitch, c'est un super outil pour structurer son idée, pour construire sa prise de parole de façon brève et avec une intention dans chaque phrase, on va dire. Ok. Et toi, tu as choisi de te mettre au service des élus, des collaborateurs en entreprise, des entrepreneuses et des entrepreneurs. Pourquoi tu as choisi ce public et quels sont les enjeux et les difficultés que rencontrent ces personnes ? Alors, c'est assez pragmatique. Enfin, déjà, le fait de devenir formatrice, il faut vendre tes formations. En fait, le problème d'être entrepreneur, c'est qu'on doit vivre de son activité. C'est dommage parce que moi, j'adorerais être entrepreneuse et ne pas avoir besoin de vendre mes prestations, mais j'ai pas encore trouvé la solution. Du coup, pour vendre ces prestations, il faut des clients. Et donc, les clients, c'est des personnes qui peuvent acheter ce que tu fais, ce que tu proposes. Et moi, à part dans le contexte professionnel, j'ai pas trouvé de clients qui avaient les moyens d'acheter mon activité pour que moi, je puisse en vivre, en fait. C'est bête, mais c'est la base. C'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de l'ouvre-boîte que j'accompagne. Le nerf de la guerre, ça va être de vivre de votre activité. Donc, c'est pour ça que, au départ, et naturellement, je vends des formations dans un contexte professionnel, on va dire. Parce que c'est là qu'il y a des budgets de formation, tout simplement. Après, je me souviens plus de la fin de ta question. Après, en fait, je te demandais quels sont les enjeux et les difficultés que rencontre ce public. Parce que j'imagine qu'un élu, un collaborateur en entreprise ou un entrepreneur vont pas forcément avoir les mêmes
les mêmes problématiques ou les mêmes... Alors, je sais pas, peut-être pas, hein, d'ailleurs. Peut-être que toi, tu as repéré 3 ou 4 enjeux clés et que tu connais les leviers pour dégommer ça. C'est toujours le même enjeu. Ah, Je voudrais que les gens m'écoutent et soient intéressés par ce que je dis, et je voudrais être plus à l'aise quand je parle. Et je voudrais oser dire ce que j'ai à dire. Quel que soit le contexte, que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneuse qui veut présenter son activité et trouver des clients, un élu qui doit faire des prises de parole alors qu'il n'est pas formé à ça. J'ai même rencontré des avocats. Les avocats ne sont pas formés à la prise de parole, aussi dingue que ça puisse être. Et du coup, il y a des avocats qui adorent leur métier, mais qui sont pas à l'aise pour plaider et qui se rendent compte qu'ils écrivent très bien des plaidoiries, mais qui sont pas à l'aise à l'oral. Ça rejoint exactement ce que je viens de te dire. Tu peux écrire un magnifique texte et du coup, à l'oral, ça n'a aucun impact. Parce que c'est trop long, parce que c'est pas de l'oral, en fait. C'est pas la même chose préparer de l'écrit et préparer de l'oral. Et là, j'accompagne en ce moment le dirigeant un numéro 2 d'une grosse boîte industrielle. Il se rend compte qu'il est un super bon technicien, mais il n'est pas bon à l'oral. Et du coup, il se dit, là maintenant, en étant à ce niveau-là de responsabilité, il faut que j'arrive à embarquer les équipes. Et pour embarquer les équipes, il faut être impliquant à l'oral, il faut être concernant, il faut s'y mettre, quoi. C'est pas quand on n'est pas à l'aise à l'oral, on n'est pas dans sa zone de confort quand on doit parler. Du coup, ça veut dire qu'il faut le travailler, en fait. Qu'est-ce que je dois mettre comme énergie dans ma parole? Tu vois, là, je te parle, je suis engagée, je suis investie. Je peux pas être dans mon naturel oui, si, c'est intéressant la prise de parole. Tu vois, si je parle comme ça, il n'y a pas du tout la même énergie et du coup, je n'embarque pas de la même manière. Il faut faire un effort pour être bon à l'oral. c'est nécessaire pour tout le monde. Tu crois qu'il y a quand même des personnes chez qui c'est inné de concentrer cette énergie à l'endroit de la prise de parole? Oui, quand on aime ça. Hmm. Et le problème, c'est que moi, les gens que je rencontre, alors peut-être que c'est biaisé parce que les gens qui font des Oui. formations de prise de parole, c'est des gens qui n'aiment pas. Mais la plupart des gens n'aiment pas ça. C'est une douleur, c'est une violence de devoir faire cet effort. Parce que justement, c'est ce que tu as dit au début, les gens se sentent ridicules d'en faire trop. Alors qu'en fait, en travaillant en formation, ils se rendent compte que non, c'est pas ridicule. Et que ça peut être très chouette, justement, quand on sent que les personnes nous écoutent, sont intéressées. Tu vois, là, pour moi, quand je te vois valider de la tête ou me dire « Ah, mais oui, mais quand tu dis ça, alors je comprends », pour moi, c'est chouette. Ça me donne envie de continuer à discuter avec toi. C'est ça qu'on va chercher dans la prise de parole, en fait. Oui, on va vraiment chercher la connexion et puis après, vraiment l'échange qui va jusqu'au partage. Exactement. On ne s'attend pas à dire quelque chose qui tombe comme ça dans le vide, qui va pas être repris par l'autre, soit par une validation, soit par une continuité de l'échange. Je le dis tout le temps, la prise de parole, c'est entrer en relation pour qu'après, il y ait un échange. Justement, les managers ou les dirigeants, ils disent tout le temps, alors je fais ma présentation, puis à la fin, je dis, est-ce que vous avez des questions? Et il n'y a jamais de questions. Forcément, parce que si la prise de parole, elle est trop longue, elle est chiante, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas concernante, si on a parlé pendant 1 heure et que sur les 1 heure, pendant 40 minutes, on a dit des choses que les gens savaient déjà, que les gens ils sont en train de se dire, mais j'ai trop de boulot, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre mon temps. Forcément, les gens, ils n'ont pas de questions après parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner à leur boulot, faire ce qu'eux, ils ont à faire. Donc, ils vont pas poser des questions pour que ça dure encore plus longtemps. Donc, il faut faire des prises de parole courtes, concernantes, où les gens apprennent des choses ou se posent des questions pour qu'après, justement, ils aient envie d'interagir. C'est ça. Il y a une histoire d'implication. C'est-à-dire que la prise de parole doit impliquer sa propre personne pour après impliquer l'autre. Et c'est ça qui se travaille, par exemple, dans le pitch ou dans toutes les prises de parole, c'est de se questionner d'abord sur à qui je parle, de quoi ces personnes ont besoin,
et venir nourrir le besoin des personnes par ma prise de parole. Et pas me faire plaisir à moi en répétant tous les trucs que j'ai prévu de dire ou rester dans ma zone de confort et refaire pour la 8e fois la même présentation que j'ai déjà faite parce que celle-là, je la maîtrise, donc c'est bon. Mais si les personnes ont déjà entendu, ça ne les intéresse pas en fait d'entendre à nouveau quelque chose qu'elles ont déjà entendu ou qu'elles savent déjà. Ça signifie aussi qu'il y a vraiment une porosité à avoir avec son public. Et c'est ça la difficulté, parce que quand on a peur, quelque part, on ferme un peu tous les pores de sa peau et on est reclus en soi, contraint dans sa peur. Et alors que la prise de parole, elle demande une ouverture pour capter aussi l'énergie de l'auditoire et puis sentir quand on n'a pas la bonne tonalité, la bonne intonation, quand on a perdu un peu le public, quand il faut relancer avec un nouveau mouvement, une nouvelle énergie. Enfin, il y a une vraie... C'est finalement oui, tu le disais, une connexion, mais il y a une forme de porosité aussi un peu énergétique pour sentir l'autre. C'est ça, mais du coup, pour réussir à sentir l'autre, il faut se taire. Oui, c'est vrai. Il faut du vide, en fait. Parce que si on ne laisse pas de vide, eh ben, on n'a pas la place d'écouter, sentir, de comprendre les interactions et d'écouter même ce qui n'est pas dit. Oui. D'écouter ce qui se voit. Parce que le langage non-verbal, c'est pas que celui de l'orateur. C'est le langage non-verbal aussi des personnes qui écoutent et qui vont dire « je comprends pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Et du coup, si je ne m'arrête pas, je ne peux pas saisir ça et interagir avec les personnes. Parce qu'en général, justement, quand on voit quelqu'un qui désapprouve dans notre public, « Ah, au secours, je vais accélérer, je vais aller le plus vite possible à la fin pour surtout pas que quelqu'un dise « je ne suis pas d'accord ». Mais du coup, on perd toute possibilité d'argumenter. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être convaincu de ce qu'on vient de dire et de pourquoi je le dis et de où je veux emmener mon auditoire pour se donner la possibilité d'argumenter. Et les personnes ont le droit de ne pas être d'accord. Mais peut-être saisir aussi, enfin moi je sais que j'ai fait ça plusieurs fois dans des conférences, voir un peu un désaccord sur le visage de quelqu'un et m'arrêter pour dire t'as pas l'air d'accord, qu'est-ce que tu penses en fait, vas-y, interviens. Et en fait ça a redonné, c'était hyper intéressant. Alors évidemment là il faut pas avoir trop d'ego, il faut se sentir humble, et ça redonnait, je trouve, une nouvelle dynamique à la présentation avec l'intervention de cette personne, et effectivement ça permettait d'argumenter et éventuellement de changer de position ou pas, mais... C'est pour ça que moi je me suis formée aussi, par exemple, à la méthode DISC. Oui. C'est une méthode d'analyse comportementale avec des profils de couleurs qui est assez simple, qu'il ne faut pas prendre comme un outil caricatural. Il faut considérer qu'on a tous et toutes une couleur dominante dans notre fonctionnement. Et ce n'est pas forcément vrai, parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient les 4 couleurs au même niveau. Disons que cette idée d'avoir une dominante, ça permet de comprendre juste qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et donc, ce n'est pas parce que je dis quelque chose que toutes les personnes qui m'écoutent vont être d'accord avec ce que je dis. Non. Il y a forcément des personnes qui ne sont pas d'accord, soit avec ce que je dis, soit avec la façon dont je le dis, soit avec mon objectif. Et elles ont le droit de ne pas être d'accord et elles ont le droit de l'exprimer. Après, moi, je suis maître de ma prise de parole et je peux décider à quel moment elles vont l'exprimer. Toi, tu as fait le choix pendant ta conférence de dire à cette personne « Ah, je vois que vous n'êtes pas d'accord, vous voulez me dire pourquoi ?» Je peux aussi faire le choix de dire « Je vois que tout le monde n'est pas d'accord, ce que je vous propose, c'est de noter ce qui vous gratte en ce moment. Et je vous propose qu'à la fin de ma conférence, on fasse un échange, un temps d'échange sur les éléments avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, parce que maintenant, je vais rentrer dans une phase d'argumentation et j'ai besoin de pouvoir suivre le fil de mon idée. » Et du coup, à la fin, tu auras des questions et des échanges parce que les personnes savent qu'elles ont la place pour parler après. Et du coup, tu leur laisses la possibilité de continuer à t'écouter parce qu'elles savent qu'elles auront un temps pour parler. Et ça peut être rassurant pour les personnes qui ont peur d'être interrompues et de perdre le fil. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'après,
oser dire aux personnes, il y aura un espace après pour qu'on échange. Hmm. Et alors, est-ce que pour toi, la réussite d'un business repose sur la capacité à s'exprimer et à communiquer aussi, alors que ce soit à l'écrit ou à l'oral? Bon, j'ai bien compris que c'est pas la même méthodologie et qu'on travaille pas de la même manière à l'écrit et à l'oral, mais est-ce que pour toi, si on n'arrive pas à s'exprimer, vraiment, on va galérer, quoi? Oui, je pense que oui, c'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs ont besoin de travailler le pitch. Après, en fait, il faut aussi se laisser du temps. Parce que quand on démarre son activité, on a très peur de ne pas savoir la présenter. Moi, ce que je fais dans mes ateliers pitch, c'est qu'on travaille sur des éléments de langage. Justement, réussir à passer de l'écrit à l'oral. Parce que un écrit synthétique et percutant, c'est aussi très important. De savoir mettre sur son site internet ce qu'on fait, de savoir faire un post LinkedIn avec ce qu'on vend, pourquoi on le vend, pourquoi on est la bonne personne pour le vendre, c'est important à l'écrit. Mais après, c'est important de savoir le transférer à l'oral, le transformer en oral pour être capable de le dire comme ça dans une conversation et de pas avoir besoin d'aller chercher son flyer à chaque fois, de dire ah ben moi je fais un truc, ça pourrait t'intéresser, va voir mon site internet. Ben non, parce que là la personne elle est là avec moi, donc il faut que je sache lui dire maintenant pourquoi ça pourrait l'intéresser. Donc ça, faut s'entraîner et se fabriquer un petit sac d'éléments de langage pour pouvoir les ressortir au moment de la conversation. Puis rebondir aussi, parce que moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le client face à elles, alors que c'est ce qu'elles cherchent depuis plusieurs semaines, voire années. Et quand le client est là, mais finalement, elles vont savoir dire une phrase, deux phrases, enfin deux, trois trucs, et puis finalement, le client, lui, on sent qu'il a envie d'autre chose, mais la personne va pas savoir rebondir parce qu'elle a déjà prémâché un peu son discours, elle a son fil, et elle va pas sortir de ce cadre-là, elle va pas savoir faire le pas de côté pour aller lui dire ah non mais attends, je peux te vendre ça aussi si c'est plus ça qui t'intéresse, ben y a pas de problème, de toute façon c'est à géométrie variable, enfin trouver quelque chose pour pas perdre le contact et pour le transformer quoi qu'il arrive. C'est ça. Moi, mon mot-clé, c'est toutes mes formations sont sur mesure. Comme ça, au moins, je laisse toujours la porte ouverte à proposer quelque chose de plus. Mais on peut aussi apprendre à poser des questions. Oui. Moi, dans le pitch, on travaille beaucoup le fameux appel à l'action du pitch, la fin du pitch. Comment je passe la main à l'autre pour pouvoir choper des éléments, en fait, pour qu'il me dise ce dont il a besoin, qu'il me dise ce qui l'intéresse. Et c'est pareil dans la conversation. Il faut, justement, c'est toute la difficulté. Si j'apprends mon pitch par cœur, ben, j'ai pas la capacité de rebond pour entendre le problème de l'autre et lui poser des questions pour amener mes solutions. Oui, parce que l'idée, c'est quand même, dans cet échange, d'aller collecter des informations et après d'ajuster sa prise de parole par rapport aux informations qu'on vient de collecter. C'est ça. Donc, il faut écouter. Et donc, il faut se taire. Si je parle, je ne peux pas écouter. Je te jure, en fait, c'est la formation prise de parole, c'est d'apprendre à se taire. C'est dingue, quoi. Mais c'est très souvent ça le sujet et l'enjeu de la séquence de travail. Ouais, je comprends. Et en quoi la confiance en soi, la légitimité et même l'identité, bon, alors évidemment il y a toujours l'histoire aussi du syndrome de l'imposteur qui peut, voilà, tout ça en fait ça a à voir avec la place et le fait de trouver et de prendre sa place. Mais est-ce que cette prise de parole elle est identitaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'activer la confiance en soi, d'éteindre le syndrome de l'imposteur? Enfin, comment tout ça s'organise pour toi? Alors, éteindre le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est pas possible. Parce que même des personnes qui font ça depuis très longtemps, ou moi, ça m'arrive de le ressentir encore. Ouais. Par contre, ce qu'il faut trouver, c'est la capacité d'argumenter, d'être conscient et honnête avec soi-même sur ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien et sur ce à quoi on sert. Et ça, c'est des choses qu'on peut dire et formuler. Et même si on débute son activité, on sait forcément
pourquoi on a voulu faire ça et pourquoi on s'est senti les ailes, l'envie, la capacité de lancer cette activité. Après, on trouvera ou pas notre clientèle, ça c'est l'avenir de notre entreprise qui nous le dira. Mais au moins au démarrage, il y a une personne qui a cru en notre capacité à faire ça, c'est nous-mêmes, puisqu'on se lance. Les personnes qui n'y croient pas, elles restent salariées toute leur vie dans leur entreprise et elles sont tristes de ne pas avoir osé se lancer. Très souvent. Donc, si je me lance, c'est que j'ai cru en moi. Et donc, pourquoi j'ai cru en moi? Ça, il faut se le dire, il faut se l'écrire. Pourquoi j'ai lancé ça? Qu'est-ce que je pense être capable de faire? Qu'est-ce que la vie m'a appris qui m'a permis d'oser? Et ça, il faut être très lucide là-dessus et se le dire, se l'écrire pour se donner de la force, en fait. Et du coup, quand le syndrome de l'imposteur surgit, être capable factuellement de dire non, je suis capable, j'ai déjà fait ça, j'ai su faire ça, donc je vais savoir faire ça. Et pour des personnes parce que là on a parlé à plusieurs reprises d'un lancement d'activité, d'un tout jeune ou d'une toute jeune entrepreneuse ou entrepreneur, pour des personnes qui sont déjà plus aguerries, qui sont lancées depuis plusieurs années, toi t'accompagnes toute typologie, j'imagine, dans la chronologie de vie d'une activité entrepreneuriale. Est-ce que les enjeux vont être les mêmes? Est-ce qu'il y a des nouveaux challenges de prise de parole? Parce que c'est progressif. Il y a des échelles de challenge de prise de parole. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Complètement. Moi, j'ai même le début de mes formations, je présente une échelle où les barreaux sont beaucoup trop hauts pour être atteints l'un après l'autre. Et à côté, il y a une autre échelle avec des petits barreaux où on peut monter au fur et à mesure un petit barreau pour réussir à aller en haut de l'échelle. Et pour moi, la prise de parole, c'est exactement cette image-là. On se met la barre trop haute. Et c'est ce qu'on disait au début, on pense qu'il faut être parfait, que tout soit parfait, qu'on sache les trucs par cœur, qu'on n'hésite pas, qu'on bafouille pas, qu'on rougisse pas. En gros, l'objectif inatteignable, tu vois, là pendant... tu fais ça très souvent, des podcasts, et pourtant tu as bafouillé. Moi, j'ai bafouillé aussi. J'ai besoin de silence pour réfléchir à ce que je vais dire dans ma phrase. Je ne sais pas tout ce que je vais te dire. Et donc, pour moi, la progression en prise de parole, c'est d'avoir conscience de ses propres prochains barreaux d'échelle et de ne pas vouloir atteindre la perfection. Personne n'est parfait. Il y a des gens qui sont très forts. Mais ces gens très forts, je sais pas, je dirais Barack ou Michelle Obama, ils sont très forts. Mais ils ont aussi des très forts conseillers et des très forts temps d'entraînement et ça fait partie de leur métier. Donc, ils savent faire ça. Si ton métier, c'est d'être praticienne en bien-être, ton métier, c'est pas la prise de parole. Donc, il faut que tu apprennes à t'améliorer en prise de parole. Et du coup, une formation, ça permet de prendre conscience de ce que je dois améliorer. Est-ce que ce que je dois améliorer, c'est ma respiration? Est-ce que ce que je dois améliorer, c'est le fait de mettre des silences? Est-ce que c'est de poser ma voix? Est-ce que c'est de réfléchir à comment je concerne mon interlocuteur? Est-ce que c'est de savoir poser des questions? En fait, il faut identifier là où j'en suis et ce que je peux améliorer maintenant. Il y a l'argumentation, il y a le storytelling, la capacité à rendre les histoires concernantes, la capacité à raconter, à être synthétique. Tu vois, il y a plein de niveaux, de compétences différentes à acquérir. Et on va les acquérir graduellement. Donc, par exemple, un chef d'entreprise qui a sa boîte depuis 20 ans, qui vient te voir, il vient te voir parce que peut-être qu'il a un enjeu important pour lui avec une grosse réunion, peut-être un contrat à vendre, etc. Et lui, il va en être à quel niveau? Peut-être parce qu'il a déjà pratiqué, mais est-ce que pour lui, la question, ça va être de mettre davantage d'émotionnel dans sa prise de parole? Est-ce que ça va être... je sais que tout ça, c'est totalement personnalisé et que ça dépend de chacun, mais est-ce que tu as remarqué que les questions des chefs d'entreprise qui débutent et de ceux qui sont déjà aguerris ne sont pas les mêmes? Non, c'est les mêmes. Okay. Et c'est vraiment 100% personnel.
parce que c'est la situation dans laquelle ils sont à ce moment-là. Mmh. Et il peut y avoir des personnes qui débutent, qui sont à l'aise en prise de parole, mais justement qui sont pas synthétiques Mmh. et qui n'ont pas, qui ont jamais réfléchi au fait de concerner leur auditoire. Alors qu'il peut y avoir des personnes, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont toujours été mal à l'aise, et qui se jugent tout le temps, qui se trouvent nuls, qui se trouvent ridicules quand ils parlent, qui se disent: «Il va falloir que je m'y intéresse parce que j'en ai besoin, en fait». Parce que j'ai envie d'intéresser mes collaborateurs et collaboratrices et que je vois bien que maintenant, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, quoi. Je suis compétent dans mon métier, mais je suis pas compétent dans mes relations et pour Et moi, le travail commence vraiment beaucoup par, même quand quelqu'un me sollicite comme ça, on se croise même dans la coopérative: «Ah, il faudrait que je te demande, une formation». Je leur dis: «Ben, envoie-moi un mail où tu m'écris ce qui te pose problème. Écris-moi ce qui est difficile pour toi et à partir de là, je te dirai comment je peux t'accompagner et ce qu'on peut travailler». Et du coup, tous les exercices sont adaptés aux difficultés que rencontre cette personne. C'est pour est-ce ça que les formations prise de parole, collectives à 12 personnes, c'est très compliqué parce Mmh. que, personne n'est au même niveau, dans la même difficulté. Sur un petit groupe de 6, on peut, vraiment faire des super travails de prise de parole parce qu'il y a quand même le collectif, le regard des autres qui est souvent la grosse difficulté et on peut personnaliser les débriefings et les retours, faire des passages individuels. Sur les accompagnements individuels, il va falloir que les accompagnements soient plus longs et qu'à chaque fois, la personne, fasse des retours d'expérience de: «Bah, j'ai travaillé ça en formation, j'essaye de l'appliquer, dans ma vie professionnelle et je reviens voir la formatrice pour lui dire: "J'ai réussi ou j'ai pas réussi et donc maintenant ce qui est difficile, c'est ça"». Et tu vois, c'est comme ça qu'on progresse, étape par étape. Et est-ce que tu as des ressources à nous partager, comme des livres ou des films? Alors j'ai un film qui me revient là, mais j'ai plus du tout le titre en tête, tu dois le connaître. C'est un film anglais, avec un roi qui bégaye Le et discours d'un roi. oui, j'adore ce film! C'est le seul rêve que j'ai parce que je suis pas du tout, cinéphile, enfin j'ai pas la mémoire, de ce que je vois. Mais oui, Le discours d'un roi, c'est quand même, un incontournable qui est assez génial. Merci de l'avoir retrouvé parce qu'en fait, tu vois, je l'avais complètement oublié ce film et je l'ai vu plusieurs fois parce qu'il m'a totalement hypnotisée. J'ai trouvé que c'était magnifique le travail qui était mené avec ce roi. Et donc je le recommande à tout le monde. Et je l'ai trouvé extra dans la méthodologie où on sent la difficulté d'apprentissage et là il y a tout, hein. Il y a vraiment la confiance en soi, il y a le manque de légitimité, c'est une épreuve. Et dans les livres, est-ce que tu as des choses à... Comme ton public est surtout féminin, il y Oh, en a pas que, pas que. Pas que, pas pas que? que. Non, Alors, mais moi aussi, je pense que ce bouquin, il pourrait être, intéressant, pour les hommes aussi, mais il est destiné aux femmes. Il faut que je vérifie. Je crois qu'il s'appelle, «Mesdames, faites-vous entendre». ah, Et il est bien. super intéressant parce qu'il parle, de la voix et de la légitimité et de comment Mmh. la légitimité se traduit dans la voix. Waouh. Et du coup, je l'ai trouvé très chouette parce que moi, j'avais pas de formation, personnelle sur la voix, Mmh. le travail de la voix. Mmh. Mes filles me demandent surtout de ne jamais chanter, tu vois, par exemple. Et j'ai lu ce livre parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui avaient besoin de travailler leur voix et je voulais me documenter et savoir les accompagner de façon un peu, pertinente quand même. Et ce bouquin, il est super parce qu'il y a, à la fois de la théorie sur la confiance en soi, la légitimité, la posture, la place que j'ose prendre, des exercices sur la voix, le niveau de la voix, les graves, les aigus, il y a plein d'exercices dedans et moi je l'ai trouvé super intéressant, des exercices assez simples. J'en ai repris quelques-uns que je fais, dans mes formations maintenant pour que les personnes entendent et se rendent compte qu'elles sont capables de porter la voix, par exemple. On a tous ça.
Alors, on s'en rend compte quand on doit se fâcher après nos enfants, hein, qu'on a une voix très puissante, mais justement d'éviter d'aller chercher dans les aigus, de trouver la force de sa voix dans son ventre et dans sa respiration, plus que dans des cris qui sont très gênants pour les personnes qui nous écoutent et du coup, qui donnent pas envie de nous écouter parce que c'est trop aigu. Et tu vois, il y Oui, a aussi bien des hommes qui ont une voix trop perchée quand ils veulent parler fort que des femmes. oui. Et ça, c'est le placement de la voix. Et c'est vrai qu'il y a aussi un travail du chant. Le chant peut beaucoup aider à cette posture et au fait de placer sa voix et de parler du bon endroit. Oui, oui, ça c'est génial aussi de coupler. Est-ce que pour toi, ça peut être un complément dans le temps? Là, parce que j'allais te demander si tu voyais des étapes arriver dans ton business pour toi, comment tu voyais la suite et si tu vas te spécialiser ou apporter, enrichir encore tes formations avec d'autres dimensions. Alors, le chant, jamais, je te rassure. Sinon, mes filles vont quitter la maison avant les 18 ans. En fait, ce que je constate, c'est que je suis de plus en plus sollicitée pour des accompagnements individuels. Mm. Et je pensais pas être pertinente et légitime. Et en fait, eh bien, je crois que je le suis parce que les personnes que j'accompagne sont très heureuses de ces accompagnements-là, très en lien avec les besoins hein, des dirigeants ou dirigeantes d'entreprises, des managers ou des manageuses, des entrepreneurs, des entrepreneuses, quel que soit leur niveau. Tu vois, là, il y a une entrepreneuse de ma coopérative qui a largement autant d'ancienneté que moi dans son activité, mais elle va être amenée à prendre la parole devant des groupes et justement, elle veut se sentir plus à l'aise. Elle veut travailler sa voix, travailler sa posture. Donc, elle a besoin d'être accompagnée à ce moment-là pour se sentir plus légitime et plus pertinente dans ce qu'elle fait. Et après, mon expertise, ben, je pense que je suis déjà très experte justement du pitch. Et c'est un outil que j'utilise aussi bien avec des entrepreneurs et des entrepreneuses. Dans plein d'autres situations, le pitch, ça marche en entretien d'embauche, ça marche en entretien individuel avec son responsable ou son manager, parce que c'est une méthode qui permet de dire de façon brève et impactante ce qu'on a à dire, que ce soit concernant pour l'interlocuteur et que ce soit argumenté. À la fin d'un pitch, l'objectif, c'est de poser une question à laquelle notre interlocuteur va avoir envie de répondre. Donc, c'est vraiment un outil super efficace que, pour le coup, je maîtrise vraiment bien. Et j'adore le partager, en fait, dans toutes les situations. Justement, en ce moment, j'accompagne une élue d'une grande ville de la métropole et on a utilisé le pitch. Travailler, c'est porte à porte, parce qu'elle va devoir aller chez les gens et elle n'a pas du tout envie d'être intrusive, elle se sent pas du tout à l'aise à aller frapper chez les gens et aller les déranger dans leur quotidien. Et du coup, on a travaillé le pitch pour qu'elle puisse dire à quoi elle va servir et en quoi que les gens puissent lui dire de quoi ils auraient besoin. Et que du coup, ça donne du sens à son entrée en matière, à son contact avec les personnes. Génial. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? Parce que c'est hyper parlant. Là, on voit tout de suite l'application, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est l'application de cette prise de parole directe dans nos métiers ou dans nos besoins. Eh ben, alors, je vais prendre des trucs que j'ai en ce moment, mais un des dirigeants d'entreprise que j'accompagne, là, lui, ben, il avait envie de réussir à embarquer ses équipes, mais je pense que c'était pas concret pour lui parce que c'est un technicien, très technicien. Et du coup, souvent, ces profils-là, je commence par leur faire un profil disque pour qu'ils se rendent compte de leur mode de fonctionnement. Parce que moi, quand je les rencontre, je vois tout de suite pourquoi ils n'aiment pas la prise de parole, parce que c'est pas leur mode de fonctionnement, que c'est des personnes cérébrales, techniciennes. Et du coup, la prise de parole, c'est tout sauf ça. Et donc, le profil disque, ça permet de prendre conscience de son mode de fonctionnement
et de là où il va falloir faire des efforts pour entrer en relation. Et après, donc on fait de la théorie de la prise de parole, des exercices de prise de parole, mais ça reste théorique. Et là, ce dirigeant, il avait besoin de préparer le séminaire d'introduction, non, le discours d'introduction du séminaire pour 150 personnes de son équipe. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y avait un séminaire. Donc pour lui, c'était faut que je sois bon. Qu'est-ce que c'est être bon? Et du coup, on a travaillé concrètement sur ces slides, parce que si les slides, elles sont illisibles et surchargées, personne ne va écouter ton discours. Et ton discours, qu'est-ce que tu dis pour qu'il soit court et intéressant? Et donc là, par exemple, on a travaillé un storytelling et concrètement, tout ce qu'on avait travaillé ensemble depuis le début a pris du sens. Les slides, le storytelling, le fait de concerner les interlocuteurs, de terminer par un appel à l'action, une mise en mouvement et un questionnement qui embarque les personnes et qui donne du sens au travail qui va être fait dans la journée de séminaire. Et là, il a senti à quel point c'était important d'être engagé et investi dans sa parole et de mettre du rythme et de mettre de l'intonation, parce que c'est ça qui rendait son discours intéressant pour les personnes qui étaient là. C'est y croire aussi, parce que souvent quand on est dans cette première posture où on se dit « Oh là là, je suis pas capable, comment je vais faire, 150 personnes, et puis qu'est-ce que je vais raconter, je vais pas être bon, etc. » Du coup, on n'y croit pas. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, l'engagement n'est pas là. Et donc, sans engagement, il n'y a pas d'aisance. C'est terrible. Notre cerveau, il est très, très bête. Quand je commence une prise de parole en me disant « Oh là là, je suis nulle, je ne vais pas y arriver », qu'est-ce qui se passe la moitié du temps? On n'y arrive pas. Si je dis à mon cerveau qu'il ne va pas y arriver, il n'y arrive pas en fait. C'est bête comme tout. Tu me demandais si j'avais envie d'acquérir une expertise supplémentaire. Pour moi, le plus intéressant, ce serait les neurosciences. Oui. Parce que justement, c'est comprendre à quel point notre cerveau nous empêche de réussir. Et du coup, à quel point on s'empêche soi-même de réussir en disant des injonctions à notre cerveau. Et ça, c'est déjà un outil avec lequel je me familiarise, on va dire. Je m'intéresse, je me documente. Mais ce serait super intéressant d'aller chercher encore plus loin sur ces sujets-là pour mieux comprendre. Oui, il y a cet aspect neurosciences avec les conditionnements et les croyances aussi. Et puis, il y a l'aspect, pour moi aussi, très énergétique, qui est beaucoup plus invisible, impalpable, mais qui entre aussi, bien évidemment, dans le jeu, puisque... Enfin, pour moi, je fonctionne beaucoup à l'énergie. J'ai jamais de technique, ça m'intéresse pas la technique, je suis pas du tout là-dedans. Mais par contre, je suis dans l'énergie du cœur. Et ça, j'y crois beaucoup, en fait, parce qu'à partir du moment où on va dire des choses avec son cœur et pas avec sa tête, on a beaucoup plus de chances de toucher le cœur de quelqu'un que de parler de tête à tête, en fait. Exactement. Et de sentir, c'est pour ça qu'il faut être en connexion, sentir ce que ça provoque chez l'autre, ce que ça lui inspire ou ce que ça génère chez lui pour entrer en relation et pouvoir discuter. C'est dans la discussion qu'on va savoir répondre aux besoins. Le discours n'est jamais la seule chose qu'on va dire. C'est pour ça qu'on dramatise. On a peur d'oublier des choses, de pas tout dire. Mais c'est pas grave. L'autre ne sait pas ce qu'on veut dire et on aura toujours l'opportunité de continuer à en parler avec lui ou elle. Oui, et éventuellement même par écrit, après l'oral. Toujours. Est-ce que tu dirais que ce sont la curiosité et l'envie de transmettre qui t'ont amené jusqu'ici? Et ma question, c'était sur quelle valeur personnelle, toi, t'as construit ton propre business? Je sais pas, parce que je suis pas du tout une intellectuelle et je pense que je n'ai jamais réfléchi à ça. C'est plutôt ma relation avec les personnes que j'accompagne et le fait de leur rendre service. Ce serait ça ma valeur la plus importante, c'est d'accompagner les personnes là où elles en sont. C'est pour ça que pour moi, accompagner les personnes à s'améliorer en rhétorique, ça n'a aucun sens. Parce que je ne sais pas où tu en es et je ne sais pas de quoi tu as besoin. Moi, ce que j'ai écrit sur mon site internet, c'est « Oser dire et savoir le dire » parce que c'est ça le but du jeu. C'est quel que soit ton niveau et ton besoin,
que tu te permettes de le dire. C'est pour ça que je fais de la prise de parole, du pitch, mais aussi de la communication interpersonnelle. Parce que dans une équipe, on fait plein de prises de parole sans le savoir. Et donc, on ne se forme pas à la prise de parole, mais on a besoin de se former à oser donner son avis, oser parler en réunion, oser écouter l'avis des autres et considérer qu'on n'a pas tous le même point de vue. Pour moi, tout ça, c'est dans le spectre de la prise de parole. C'est très holistique en fait. Et toi, tu le fais d'une manière instinctive. Donc c'est aussi ça qui, je pense, chez l'autre, désactive le côté très cérébral et très mental de la prise de parole qui, quoi qu'il arrive, si on est dans la tête, on va, à mon avis, se fourvoyer. Exactement. Dans tous les exercices que je fais, j'essaye d'amener les personnes à se rendre compte de ça. Qu'il faut être là, ici, à l'instant présent pour être bon. Et qu'à partir du moment où ils arrivent à déconnecter, c'est pas déconnecter le cerveau, parce que quand même, moi, à tout moment, là, je réfléchis à ce que je te dis. Oui. Donc, j'utilise mon cerveau. Mais par contre, je lui laisse de la place. Je le laisse être intelligent, parce que mon cerveau est intelligent, comme tous les cerveaux sont intelligents, si on lui laisse faire son travail et si on le bourre pas d'injonctions et de peur et de stress. D'où l'alignement, puisque j'en reviens à cette première phrase d'intro sur laquelle j'avais bégayé au départ, l'alignement justement entre la pensée, entre le corps et voilà, pour qu'on soit vraiment bien connecté à toutes ces dimensions. Je suis là, ici et maintenant, avec toi, pour dire ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Carole. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un conseil que tu aimerais donner que tu n'as pas encore partagé? Du coup, de toute notre conversation, je me dis que vraiment les personnes qui ont de la peur et de la douleur à prendre la parole devraient vraiment trouver une opportunité de se former ou de travailler là-dessus. Je dis pas forcément de venir me solliciter, mais ce que tu disais tout à l'heure, faire du chant, faire du théâtre, faire de l'impro, c'est vraiment essayer de dédramatiser ça, de sentir ce que ça fait de réussir à utiliser sa voix pour se sentir à sa place, quoi. Quelque chose comme ça, je pense. Très bien. Alors c'est une question que je t'ai pas demandé de préparer. J'aimerais bien que tu me dises qui tu aimerais entendre sur ce podcast. Alors c'est pas nécessairement une Nantaise, puisque c'est pas un podcast local, mais une femme qui t'inspire, que tu trouves flamboyante et qui a un parcours aussi entrepreneurial, tu vois, qui peut nous inspirer. Alors t'es pas obligé de me répondre tout de suite si tu n'as pas l'idée. Si la personne qui me vient là, parce que je l'ai vue en plus très récemment, c'est la personne qui m'a donné confiance en moi. Ah, waouh! Sur mon entrepreneuriat, on va dire, qui est une collègue de ma coopérative aussi, qui s'appelle Karine Pasco et qui en plus est experte en neurosciences. Donc là, tu vois, ça fait la boucle est bouclée et ça donne du sens à toute notre conversation. Et Karine, elle était déjà à l'ouvre-boîte quand moi je suis arrivée. Elle a vraiment été géniale pour lever mes doutes, répondre à mes questions, même très pratico-pratiques de comment on fait un devis, quel prix on peut mettre. C'est une super experte en développement commercial et experte des neurosciences. Et c'est une machine de guerre de l'entrepreneuriat. Elle m'impressionne. et elle est très humble et pro. Et voilà. Donc, je la trouve formidable et je te conseille de discuter avec elle. Merci, Carole. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, t'as ton site, on te retrouve dans toutes les formations que tu proposes, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Sur LinkedIn, Carole Bigot, formatrice. Souvent, on me reconnaît avec ma photo. Si vous voyez des lunettes et des frisettes, c'est que c'est la bonne Carole Bigot, formatrice. Mon site internet aussi, c'est carolebigot.fr. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Il y a les liens sur le site et sur LinkedIn. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous avez besoin de travailler et peut-être qu'il n'y a pas besoin de 25 heures de travail pour vous améliorer. Des fois, quelques heures suffisent à se rendre compte qu'on est capable et à oser prendre sa place parce qu'après, ça n'est que progresser. Quand on arrive à dégoupiller la peur. Oui, après, ça devient vraiment évident. Moi, j'aime bien cette histoire d'évidence. Il y a l'aisance, mais il y a aussi l'évidence. C'est qu'à un moment donné,
on passe au-delà de ce stress, de cette appréhension, de cette anxiété, et puis on n'y pense plus, et ça devient vraiment facile, évident, c'est fluide, quoi. Exactement. Donc, il faut vraiment dégoupiller la croyance qu'on est nul ou qu'on ne sait pas faire. C'est ça qu'il faut dégoupiller, quel que soit son niveau, en fait. Et qu'on ne saura jamais faire. Exactement. Surtout ça. Bon, merci. Je te remercie vraiment sincèrement pour le moment que tu as consacré à Flamboyante, Carole, et puis à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Sabine. Merci. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!